Bonjour et bienvenue au module 2 du cours de mécanique élémentaire des fluides. De nombreux problèmes en mécanique impliquent des fluides qui ne sont pas en mouvement. Cela comprend l'étude de la pression dans un fluide statique et son effet sur les surfaces solides et sur les corps flottants et immergés. Lorsque la vitesse du fluide est nulle, on parle d'hydrostatique. À ce moment-là, la variation de pression est due uniquement au poids du fluide. Supposons qu'on ait un fluide connu dans un champ de gravité donné. La pression peut être facilement calculée par intégration. Dans ce module, nous verrons la distribution de pression dans l'atmosphère et l'eau, la conception des manomètres et des instruments de pression, les forces sur les surfaces planes et courbes immergées, la flottabilité sur un corps immergé, et enfin, nous verrons le comportement des corps flottants. Voici nos objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui. Nous allons débuter en parlant de la pression et de la force exercée sur un fluide. Par la suite, nous verrons de quelle façon la pression hydrostatique varie avec la profondeur, et ce, pour des fluides à densité constante ainsi que pour des gaz parfaits. Nous verrons ensuite comment mesurer la pression exercée par les fluides. Après cela, nous apprendrons comment le fluide exerce une pression sur les surfaces solides qui l'entourent. Pour ce faire, nous verrons comment déterminer la pression exercée par un fluide sur une surface horizontale, verticale et inclinée ou recourbée. Pour terminer le module, nous discuterons du phénomène de flottabilité et de stabilité hydrostatique. En général, les fluides peuvent exercer des forces normales et de cisaillement sur les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Cependant, si le fluide est au repos par rapport à la surface, la viscosité du fluide n'exerce pas de force de cisaillement sur la surface. Nous aurons donc seulement une force normale qui agit sur la surface. L'intensité de cette force est appelée pression. Donc, lorsque la vitesse du fluide est nulle, soit en conditions hydrostatiques, la variation de pression est due uniquement au poids du fluide. Si la zone a une surface finie et que la pression est uniformément répartie sur cette surface, alors la pression moyenne peut être trouvée en divisant la force exercée par le fluide par l'aire de la surface sur laquelle agit cette pression. Les unités utilisées pour les pressions sont les pascals. Nous avons vu précédemment qu'un pascal équivaut à une force de 1 newton divisée par une aire de 1 mètre carré. Considérons maintenant un petit élément triangulaire situé dans un fluide de repos qui aurait les dimensions indiquées sur la figure. Les seules forces agissant sur ce corps libre sont dues à la pression et à la gravité. La force de gravité est le produit du poids spécifique gamma du fluide et du volume de l'élément. Le volume peut facilement être obtenu en calculant l'aire du triangle, le tout multiplié par delta x. La force créée par la pression est déterminée en multipliant la pression par la surface de la face de l'élément sur laquelle elle agit. Sur le diagramme du bas, nous remarquons qu'une force de pression agit sur chacune des faces de l'élément triangulaire. Voyons maintenant comment trouver la pression qui agit sur un élément. Si on applique les équations d'équilibre dans les directions y et z, nous obtenons deux équations avec lesquelles il sera possible de trouver les pressions Py, Pz et P. À partir de la première équation, il est possible de simplifier certains facteurs pour trouver que Py est égal à P. De la même manière,
on peut trouver une relation entre P et PZ à l'aide de la deuxième équation. Enfin, si on tourne l'élément de 90 degrés autour de l'axe Z et qu'on fixe que la somme de fx est égale à 0, on peut montrer que px est égal à p. Ces relations illustrent deux principes importants de la condition hydrostatique, appelée aussi condition sans cisaillement. Le premier est qu'il n'y a pas de changement de pression dans le sens horizontal. Et le deuxième dit qu'il y a un changement vertical de pression proportionnel au changement de densité, de gravité et de profondeur. Pour un liquide n'étant pas en mouvement, la pression en un point sera donc la même dans toutes les directions. Maintenant, déterminons comment varie la pression dans un fluide statique en raison du poids du fluide. Pour ce faire, nous allons considérer de petits éléments fluides horizontaux et verticaux ayant comme section transversale delta A et des longueurs delta Y et delta Z. Le gradient ou le changement de pression dans les deux directions Z et Y peut être calculé avec la dérivée de P sur Z fois delta Z et la dérivée de P par Y fois delta Y. Si nous appliquons les équations d'équilibre des forces à l'élément horizontal, on remarque que la variation de pression dP est égale à la densité gamma multipliée par la variation de la profondeur dZ. On peut donc dire que la pression augmente plus on descend en profondeur, et ce, de manière proportionnelle au poids du fluide. Néanmoins, la pression reste constante dans le plan horizontal. Ces deux constatations s'appliquent à la fois aux fluides incompressibles et compressibles. Nous allons maintenant voir deux relations très importantes quand on parle de pression dans un fluide. Pour la première, on assume que la pression à la surface d'un liquide est donnée par P0. Si on descend dans ce liquide d'une distance h, la pression va augmenter et sera donnée par P0 plus gamma fois h. Maintenant, si on veut connaître la variation de pression, c'est-à-dire la différence de pression entre deux points d'intérêt, on peut dire que delta P est égal à gamma fois h. Donc, la profondeur de deux points par rapport à un point de référence est connue, ainsi que le poids ou la densité du fluide. Il est possible de calculer facilement la différence de pression entre deux points en multipliant le poids gamma par la différence de profondeur h. En résumé, la pression dans un fluide statique uniformément distribué en continu ne varie qu'avec la distance verticale et est indépendante de la forme du récipient. La pression est la même en tout point d'un plan horizontal donné dans le fluide. Dans l'exemple ici, la pression au point A, B, C et D minuscules est la même car tous ces points se situent sur un même plan horizontal par rapport à la surface libre du fluide. Cependant, la pression au point A, B et C majuscules est plus élevée que celle au point minuscule, car ces pressions se situent à une plus grande profondeur. De plus, la pression au point D majuscule est plus grande que celle des autres points majuscules, car la portion de droite du fluide est remplie avec du mercure. Celui-ci a une densité ou un poids considérablement plus élevé que celui de l'eau. Donc, lorsque l'on descend à la même profondeur dans de l'eau
ou dans du mercure, la pression sera plus grande dans le mercure car la pression augmente proportionnellement au poids du fluide. Voyons un premier exemple ensemble. Un réservoir et un tuyau de vidange illustrés ici sont remplis d'essence et de glycérine. Déterminez la pression sur le bouchon de vidange en C. Considérez ici la densité de l'essence comme étant de 726 kg par mètre cube et celle de la glycérine comme étant de 1260 kg par mètre cube. Notez ici que l'essence va flotter au-dessus de la glycérine car il a un poids spécifique plus petit. Pour obtenir la pression en C, il faut trouver la pression à la profondeur B causée par l'essence, puis y ajouter une pression supplémentaire de B à C causée par la glycérine. Si on soustrait la pression atmosphérique à la pression absolue, il est possible de calculer la pression manométrique, aussi connue sous le nom de gauge pressure. On utilise cette pression pour résoudre ce genre de problème dans de nombreux problèmes de mécanique des fluides. Donc, pour obtenir la pression au point C, il nous faut premièrement la pression au point A, c'est-à-dire la pression atmosphérique. On ajoute ensuite à cette pression la pression causée par la couche d'essence. Nous savons que la densité de l'essence est de 726 kg par mètre cube. Pour obtenir son poids, il suffit de multiplier sa densité par la constante gravitationnelle, soit 9,81 mètres par seconde carrée. Donc, la pression au point B sera de 101 325 pascal. C'est la pression au point A, à laquelle on ajoute une pression correspondant à une couche de 1 mètre d'essence, donc 726 fois 9,81 fois 1. On fait la même chose pour la pression causée par la couche de glycérine, soit 1260 fois 9,81 fois 1,5, et on obtient la pression absolue au point C comme étant de 1256,4 kPa. Si on veut avoir cette pression en pression manométrique, il suffit de soustraire la pression atmosphérique de 101 325 kPa, ce qui nous donne 25,66 kPa. Si on retire un fluide tel que l'air de son contenant, un vide se crée et la pression à l'intérieur du récipient devient nulle. C'est ce qu'on appelle communément la pression absolue nulle. Toute pression mesurée au-dessus ou au-dessous de la pression atmosphérique est appelée pression relative ou pay gauge. On appelle cela gauge car des jauges sont souvent utilisées pour mesurer la pression par rapport à la pression atmosphérique. Notez bien que les pressions absolues et atmosphériques sont toujours positives, mais que la pression relative peut être positive ou négative. L'utilisation de la pression manométrique ou pression relative peut être très pratique dans certaines situations, notamment lorsque nous sommes en présence de problèmes à surface libre. Il est alors plus facile d'interpréter les résultats par rapport à la pression au niveau de la surface, car tous les points au-dessus de la surface auront une pression relative négative et tous les points situés en dessous de la surface libre auront une pression relative positive. Lorsqu'un fluide est compressible, comme un gaz, le poids spécifique du fluide gamma n'est plus constant. Il faut donc exprimer gamma en fonction de la pression P. On utilise dès lors la loi des gaz parfaits qui dit que la pression est égale à ρ fois R fois T, où R est la constante universelle des gaz parfaits, soit 287 joules par kilogramme par degré Kelvin, et T
et la température du gaz, aussi exprimée en Kelvin. En utilisant les deux équations de la dernière diapositive, il est également possible de dériver une équation reliant les pressions en deux points dans un même gaz. Voyons un autre exemple. Si la pression est de 15,9 kPa et la température de -57,5 degrés à une altitude de 13,72 km, quelle est la pression à 16,77 km? Assumez que la température reste constante. La première étape ici est de transformer la température en degrés Kelvin, souvenez-vous. Pour cela, il suffit d'additionner 273 à la température en degrés Celsius. On obtient donc une température de 215,5 degrés Kelvin. Faites attention, c'est très important car la constante R est en Kelvin. Les unités dans les équations doivent être compatibles. Si on applique la loi des gaz parfaits et qu'on remplace toutes les variables, on obtient une pression de 9,8 kPa pour une altitude de 16,77 km. Veillez à bien respecter les unités. Par exemple, 15,9 kPa devient 15 900 pascal. On utilise aussi des mètres au lieu de kilomètres. Il existe plusieurs façons de mesurer les pressions absolues et manométriques en un point d'un fluide. Voyons-en quelques-unes ici. Le dispositif le plus pratique est le baromètre. Il se base sur la formule hydrostatique et permet de mesurer la pression atmosphérique. Pour ce faire, on remplit un tube de mercure et on inverse avant de l'immerger dans un réservoir. En mesurant la hauteur H de la colonne de mercure dans le tube, on peut déterminer la pression atmosphérique. Normalement, la hauteur H est indiquée en millimètres de mercure. Par exemple, la pression atmosphérique standard, soit 101,3 kPa, fera monter la colonne de mercure de 760 mm. Prenons le cas de trois tubes ayant chacun une aire transversale différente. Les tubes sont remplis avec le même fluide, mais n'ont pas la même longueur. Pouvez-vous nous dire dans lequel de ces trois tubes le fluide montera le plus haut? C'était une question piège, évidemment. Ici, le fluide va monter à la même hauteur dans les trois tubes. La longueur ou l'aire de la section transversale des tubes n'ont aucun effet sur la hauteur du fluide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons exprimer la pression en termes de distance. C'est par exemple le cas lorsque l'on dit que la pression atmosphérique de 101,3 kPa est équivalente à 760 mm de mercure. Cela veut dire que peu importe le tube que nous allons utiliser, s'il est rempli de mercure, la colonne va toujours monter de 760 mm. Voyons maintenant ce qu'est un manomètre. Si on manipule un peu la formule vue précédemment, on remarque qu'un dénivelé de moins delta Z dans un fluide au repos correspond à delta P divisé par ρ fois G. Cela suggère qu'une colonne de fluide peut être utilisée pour mesurer des différences de pression. Ainsi, une colonne statique d'un ou plusieurs liquides ou gaz peut être utilisée pour mesurer des différences de pression entre deux points. Un tel appareil s'appelle un manomètre. Le dispositif le plus simple est le manomètre en U tel que présenté ici sur la figure. Considérons deux points, 1 et 2, demeurant dans un même fluide. Si ces deux points sont situés à la même élévation, on peut dire que la pression au point 1 est la même que la pression au point 2. Voici le processus pour déterminer la pression à un point donné
lorsqu'on utilise un manomètre. On commence par le point où la pression doit être trouvée. Par la suite, on se déplace le long du tube manométrique en calculant la pression à chaque point, c'est-à-dire où il y a un changement de fluide. La différence de pression entre deux points est donnée par ΔP est égale à ρ fois G fois H. La convention à respecter est qu'on descend si la pression augmente et qu'on monte si elle diminue. Si deux points sont à la même hauteur dans un même fluide, ils ont automatiquement la même pression. On continue de se déplacer ainsi dans le tube manométrique jusqu'à atteindre la surface libre ou un point pour lequel la pression est connue. Voyons un exemple pour illustrer l'utilisation du manomètre. L'eau d'un réservoir est pressurisée par de l'air. La pression est mesurée par un manomètre multifluide, comme illustré ici. Sachant que le réservoir est situé sur une montagne à une altitude de 1400 mètres, où la pression atmosphérique est de 85,6 kPa. Déterminer la pression d'air dans le réservoir si H1 est égal à 0,1 m, H2 est égal à 0,2 m et H3 est égal à 0,35 m. Prenez les densités de l'eau, de l'huile et du mercure comme étant de 1000, 850 et 13 600 kg par mètre cube. Dans un premier temps, il faut identifier les interfaces des différents fluides. Ici, il faut partir de la pression au point 1, soit à l'interface RO. On se déplace ensuite le long du tube en ajoutant ou en soustrayant les termes ρ, G, H jusqu'à atteindre le point 2 qui est à la pression atmosphérique. En remplaçant les densités des liquides et les hauteurs H1, H2 et H3, il est facile de résoudre cette expression pour trouver la pression au point 1, soit une pression de 130 kPa. Voici un autre exemple pour comprendre le concept de différence de pression dans un fluide. Dans la figure présentée ici, un réservoir contient de l'eau et de l'huile non miscible à 20 degrés. Que vaut H en centimètres si la masse volumique de l'huile est de 898 kg par mètre cube? Pour l'eau, vous pouvez prendre la densité comme étant égale à 998 kg par mètre cube. Pour résoudre ce problème, il faut appliquer la relation hydrostatique de la surface de l'huile jusqu'à la surface de l'eau. Ces deux pressions sont égales et connues puisqu'elles sont toutes deux en contact avec l'atmosphère. On va donc partir de la surface de l'huile. On va additionner les pressions causées par une descente de H plus 12 cm dans l'huile. Par la suite, on peut traverser du côté droit du contenant car les deux points verts sont à la même hauteur et peuvent être reliés tout en demeurant dans le même fluide. La différence de pression entre ces deux points est donc nulle. Finalement, nous aurons une diminution de pression car on monte dans l'eau d'une hauteur de 6 plus 12 cm. La pression au point d'arrivée, qui est à la surface de l'eau, et à la pression atmosphérique, nous donne le côté droit de l'équation. En isolant H, on obtient une hauteur de 8 cm. Notez bien que puisque l'huile est plus légère que l'eau, il est normal que la colonne d'huile soit plus haute que celle de l'eau. Prenons un autre exemple. De l'eau s'écoule vers le haut dans un tuyau incliné à 30 degrés, comme illustré sur la figure. Le manomètre, à mercure, indique un H égal à 12 cm. Les deux fluides sont à 20 degrés.
quelle est la différence de pression P1 moins P2 dans le tuyau? Pour commencer, on remarque ici que la distance verticale entre les points 1 et 2 est égale à 2 fois la tangente de 30 degrés, soit 1,155 mètres. À partir de là, le processus reste le même. On part du point 1 et on se déplace dans le tube manométrique jusqu'à atteindre le point 2. Nous aurons ainsi deux inconnus dans notre équation, soit P1 et P2. Notez ici qu'on recherche simplement à trouver la différence de pression entre ces deux points. Cela veut dire qu'on ne cherche pas nécessairement à savoir quelle est la pression individuelle à chaque point. En effectuant le calcul, on trouve une différence de pression de 26,1 kPa entre le point 1 et 2. Voyons maintenant un dernier exemple plus compliqué pour expliquer comment on mesure la pression. L'utilisation classique d'un manomètre implique un tube en U où les deux jambes sont de longueur égale, comme illustré à la figure ci-dessous. La mesure nécessite une différence de pression entre deux points horizontaux, L et H. Une application typique consiste à mesurer le changement de pression à travers un dispositif de débit A-B. Dérivez une formule permettant d'obtenir la différence de pression PA-PB en fonction des paramètres du système de la figure. En suivant le même processus que vu précédemment, on commence du point A et on se dirige vers le point B. On remarque ici que les termes contenant la hauteur L pourront se simplifier. La différence de pression pourra donc être exprimée en termes de hauteur H seulement. H qui est la différence d'élévation du fluide dans le manomètre. Notez aussi que l'expression fait appel à la différence de densité des deux fluides impliqués dans le système. Nous appelons ce dispositif un manomètre différentiel. Un manomètre différentiel est parfois utilisé pour déterminer la différence de pression entre deux points dans une conduite fermée lorsqu'elle est traversée par un fluide. Enfin, si les pressions manométriques sont très élevées, un manomètre peut s'avérer inefficace. La mesure peut alors être effectuée à l'aide d'un tube bourdon. Le manomètre de Bourdon, sous sa forme la plus simple, est composé d'un tube hélicoïdal. Une extrémité du tube est scellée et libre de ses déplacements, tandis que l'autre extrémité est fixe et connectée à la chambre ou au conduit dont la pression doit être mesurée. Lorsque la pression à mesurer augmente, le tube se déroule. La pression du fluide à mesurer entraîne donc une déformation du tube et un mouvement de l'extrémité libre du tube. Cette déformation indique, via la rotation de l'aiguille, la valeur de la pression relative sur le cadran. Ce dispositif nécessite bien sûr un travail préalable d'étalonnage. Parlons maintenant des forces hydrostatiques agissant sur les surfaces. En statique des fluides, on utilise le terme hydrostatique quand le fluide est un liquide. La seule contrainte que nous verrons en statique des fluides est la contrainte normale, c'est-à-dire la pression. La variation de pression est donc uniquement due au poids du fluide. La statique des fluides est utilisée pour déterminer les forces qui agissent soit sur les corps flottants ou submergés, soit dans les dispositifs tels que les presses hydrauliques et les criques de voiture. La conception de systèmes tels que des barrages hydrauliques ou des réservoirs de stockage nécessite de déterminer les forces agissant sur leur surface. Pour cela, on utilise la statique des fluides. Pour décrire complètement ce qu'est la force hydrostatique résultante, qui agit sur une surface immergée, nous aurons besoin de déterminer l'amplitude, la direction et la ligne d'action des différentes forces en présence.
Dans les diapositives suivantes, nous verrons les forces agissant sur des surfaces planes et incurvées en milieu immergé. Un problème courant dans la conception de structures en contact avec des fluides est le calcul de la force hydrostatique sur une surface plane. Si on néglige les changements de densité dans le fluide, on peut appliquer la pression hydrostatique. La pression sur toute la surface immergée variera linéairement avec la profondeur. Pour une surface plane, la distribution linéaire des contraintes est analogue à la flexion et à la compression combinée d'une poutre comme vu en résistance des matériaux. On peut donc utiliser des formules simples impliquant le centre de gravité et les moments d'inertie de la section transversale de la plaque. La figure ici montre un panneau de forme arbitraire complètement immergé dans un fluide. Le plan du panneau fait un angle arbitraire θ avec la surface libre horizontale, de sorte que la profondeur varie sur la surface du panneau. Si h est la profondeur de n'importe quelle zone d'élément dA de la plaque, la pression à cet endroit est donnée par P égale PA plus H. PA étant la pression atmosphérique à la surface libre. La force hydrostatique totale d'un côté de la plaque est donnée par intégration de PdA tel que montré ici. En calculant l'intégrale et en simplifiant l'expression, on voit que la force F agissant sur une surface plane submergée est égale à la pression correspondant au centre de gravité de cette surface, PCG, multipliée par son aire, A. Ceci veut donc dire que la force agissant sur un côté d'une surface plane immergée dans un fluide uniforme est égale à la pression au centroïde de la plaque multipliée par la surface de la plaque. Cela est donc indépendant de la forme de la plaque ou de l'angle d'inclinaison. La force de pression hydrostatique sur une surface plane est égale, quelle que soit sa forme, à la résultante de la distribution de pression linéaire tridimensionnelle sur cette surface. La ligne d'action de cette force résultante passe par le centre de pression CP de la plaque. Nous verrons dans les prochaines diapositives comment trouver le centre de pression qui, malgré ce qu'on pourrait penser intuitivement, ne correspond pas nécessairement au centre de gravité d'une surface plane. La force de pression hydrostatique sur une surface plane est égale à la distribution de pression linéaire résultante sur cette surface. Sa ligne d'action passe par le centre de pression CP. La hauteur ou la profondeur du centre de pression, YCP, est située sous le centroïde. La composante horizontale du centre de pression, XCP, quant à elle, est située soit à gauche, soit à droite du centroïde. Le signe négatif dans cette équation indique que YCP est en dessous du centre de gravité, donc à un niveau plus profond. Contrairement à F, YCP dépend de l'angle θ. Si la plaque avance plus profondément, YCP va se rapprocher du centroïde car chaque terme de l'équation reste constant, sauf PCG qui augmente. Dans cette diapositive, les termes IXX et IXY correspondent au moment d'inertie par rapport à ces axes. Voici quelques formules d'air et de moment d'inertie pour des formes communément rencontrées. On peut remarquer ici que IXY vaut 0 pour toute forme ayant un axe de symétrie. En fait,
les formes ayant un axe passant par le centroïde coïncident avec un axe de symétrie et donc IXY vaudra 0. Ceci implique que la composante X du centre de pression sera la même que le centroïde. Voyons un premier exemple pour illustrer tout ça. Dans un réservoir d'eau urbaine, une plaque circulaire a été installée pour contrôler le débit. Déterminer l'amplitude et l'emplacement de la force résultante que la pression de l'eau exerce sur cette plaque circulaire. La première étape consiste à déterminer la force agissant sur la plaque circulaire. Pour ce faire, on peut utiliser l'équation F égale gamma fois HCG fois l'air. Ici, la distance HCG est de 3 mètres. L'aire d'un cercle peut être obtenu avec la formule A égale pi fois r carré. On peut donc trouver la force relativement facilement en remplaçant les valeurs connues. Cela nous donne une force de 92,5 kN. Afin de trouver l'emplacement où cette force agit sur la plaque, il faut utiliser l'équation dérivée pour YCP. Ici, l'angle d'inclinaison est de 90 degrés. Le sinus de 90 degrés donne 1. De plus, le moment d'inertie IXX peut être trouvé à l'aide de la formule de la diapositive 43, c'est-à-dire IXX est égal à pi fois r exposé en 4 divisé par 4. Étant donné que r est égal à 1, on obtient un IXX est égal à pi divisé par 4 de 0,785. Une fois le calcul effectué, on obtient que le centre de pression CP se situe à 0,08 m en dessous du centre de gravité, donc à une profondeur totale de 3,08 m. En ce qui concerne XCP, il est nul puisque la forme de la plaque est circulaire, et donc IXY vaut 0. Cela indique que la composante X de la résultante est la même que celle du centre de gravité, c'est-à-dire au milieu de la plaque. Voici un autre exemple. Une vanne, présentée sur la figure ci-dessous, mesure 5 pieds de large. Elle est gondée en un point B et repose contre un mur lisse au point A. Calculez la force sur la vanne due à la pression de l'eau de mer, la force horizontale P exercée par le mur au point A et les différentes réactions à la charnière P. Avec la géométrie, sachant que la porte mesure 10 pieds de long de A à B et que le centroïde est à mi-chemin, on sait qu'on sera à une altitude de 3 pieds au-dessus du point B. La profondeur HCG est donc de 15-3, soit 12 pieds. La surface de la porte est de 5 x 10, soit 50 pieds carrés. La force exercée sur la porte rectangulaire sera donc donnée par l'équation habituelle, soit F est égal à gamma fois HCG fois l'air, ce qui donne une force totale de 38 400 livres-force. Il faut ensuite trouver le centre de pression de F. Un diagramme de corps libre pour la porte est illustré à la figure du haut. La porte est rectangulaire et donc on peut calculer IXX et IXY qui sont les moments d'inertie donnés par les équations. De plus, on sait que IXY sera égal à 0 puisqu'il s'agit d'un rectangle. Une fois tous les calculs effectués, on obtient une distance L de 0,417 pieds. Donc la distance du point B à la force F, c'est-à-dire CP, est de 5 moins I,
soit 4,583 pieds. La somme des moments dans le sens antihoraire autour de B donne la composante horizontale de la force P agissant au point A, pour laquelle on obtient 29 300 livres-force. Avec F et P connus, les réactions de Bx et Bz sont trouvées en sommant les forces horizontales et verticales. Nous obtenons la force horizontale Bx comme étant de 6300 livres-force et la force verticale Bz de 30 700 livres-force. Regardons un autre exemple ensemble. La porte AB de la figure ci-dessous a une masse homogène de 180 kg et une largeur de 1,2 m. Elle est articulée en A et repose sur un fond lisse en B. Tous les fluides sont à 20 degrés. Pour quelle hauteur d'eau, H, la force au point B, sera-t-elle nulle? Le poids de la porte peut être calculé par W égale M fois G. Pour le calcul de la force, nous devons trouver HCG. Comme nous l'avons vu, HCG est la distance verticale du centre de gravité à la surface libre. Le CG est situé au milieu de la porte et la distance verticale du CG au point B est de 0,5 fois le sinus de 30, 0,433. La distance verticale du CG à la distance libre dans la glycérine est de HCG est égal à 2 mètres moins 0,433 mètres, ce qui donne 1,567 mètres. Ainsi, nous calculons une force agissant due à la pression de la glycérine de 23,242 kN. Nous devons être prudents dans cet exemple car nous avons du liquide des deux côtés de la porte. À la première étape, nous calculerons la ligne d'action de la force pour le côté gauche car nous détenons toutes les informations pour le faire. Puis, nous utiliserons le diagramme libre pour trouver la hauteur h. La valeur du YCP est calculée par l'équation YCP est égale à moins gamma fois sinus θ fois IXX divisé par PCG A, qui dans ce cas donne moins 0,061 m. Cela signifie que le CP de la force de la glycérine est de 0,061 m en dessous du CG de la porte. Voici le DCL de la porte et les trois forces externes en action. Les forces dues à la pression du côté droit sont affichées avec les termes symboliques pour le moment, car nous ne connaissons pas leur valeur. En effet, la force de l'eau et sa ligne d'action dépendent de la profondeur H, profondeur que nous cherchons justement à déterminer. Ainsi, nous allons exprimer la force causée par la pression de l'eau, Fw, ainsi que sa ligne d'action relative au centre de gravité, YCP, en termes de hauteur HCG, soit la hauteur verticale du CG à la surface libre de l'eau. On peut éliminer la réaction au point B car nous cherchons la hauteur h telle que cette force soit nulle. De plus, si on prend la somme des moments à la charnière, au point A, cela fera en sorte que les réactions à ce point-là seront éliminées de l'équation. En écrivant la somme des moments, il ne reste qu'une seule inconnue dans l'équation, soit HCG. On peut maintenant calculer sa valeur, c'est-à-dire 2,09 m. Puisque nous cherchons la hauteur h, soit la hauteur totale d'eau, il faut ajouter la portion entre le fond et le CG de la porte, ce qui donne une profondeur h de 2,52 m.
Passons au 10e exemple. La porte ABC de la figure suivante a une ligne de charnière fixe en B et mesure 2 mètres de large. La porte s'ouvrira en A pour libérer l'eau si la profondeur d'eau est suffisamment élevée. Calculez la profondeur H pour laquelle la porte commencera à s'ouvrir. On a la hauteur H majuscule est égale à H minuscule moins 1 mètre, soit la profondeur jusqu'au niveau AB. Commençons par calculer les forces agissant sur chaque portion de la porte ainsi que leur ligne d'action. Pour la porte AB, nous avons FAB qui est appliquée de façon uniforme. Cette force agit vers le haut et sa résultante coïncide avec le CG. Pour la porte CB, nous avons une distribution de pression linéaire. On peut donc calculer l'amplitude de la force en fonction de la hauteur H. Pour ce qui est de sa ligne d'action, il faut calculer l'emplacement du centre de pression. On se rend compte qu'il se situera à une distance de H divisé par 6 en dessous du CG. Notez ici que même l'emplacement du CG de la porte CB dépend de la hauteur H. Les forces agissant sur AB et sur BC sont affichées dans le DCL en bas de la diapositive. Les moments de ces forces autour de B sont égaux lorsque la porte s'ouvre. Donc, en prenant la somme des moments autour de B, on peut trouver la hauteur H majuscule requise pour que celle-ci s'ouvre, qui est de 0,346 mètres. Ainsi, la hauteur totale, soit H minuscule, sera de 1,346 mètres. On remarque que cette solution est indépendante à la fois de la densité de l'eau et de la largeur de la vanne B ici. Voyons un dernier exemple pour les surfaces planes. Le barrage ABC de la figure ci-dessous est en béton, un SG de 2,4. Il est de 30 mètres de large. Trouvez la force hydrostatique agissant sur la surface AB et son moment par rapport à C. En supposant qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau sous le barrage, cette force pourrait-elle renverser le barrage? Comment votre argument change-t-il s'il y a des infiltrations sous le barrage? Le centre de gravité de la surface AB est à 40 mètres de profondeur. La force totale sur AB est donnée par F est égale à gamma fois HCG fois l'air, ce qui donne 1,175 fois 10 exposé en 9 newtons. La ligne d'action de cette force est aux 2/3 de la descente le long de AB, soit à 66,67 mètres de A. On sait cela soit visuellement, car A est à la surface, soit par la formule habituelle qui donne YCP est égal à moins 16,67 mètres, qu'on ajoute à la distance de 50 mètres de A au centroïde, soit 50 plus 16,67 est égal donc à 66,67 mètres. Comme le montre la figure, la ligne d'action de F est à 2,67 mètres à gauche d'une ligne allant de C à la normale de AB. Le moment F par rapport à C est donc égal à 3,13 exposé en 9 Newton-mètre. Cependant, ce moment agit dans le sens anti-horaire par rapport au point C et il ne peut donc pas faire basculer le barrage. Dans le cas où il y aurait des infiltrations sous le barrage, la force d'appui principale au bas du barrage
se déplacerait vers la gauche du point C et pourrait en effet faire basculer le barrage. Dans de nombreuses applications, les surfaces immergées ne sont pas planes. La force de pression résultante, agissant sur une surface courbe, est plus facilement calculée en la séparant en composantes horizontales et verticales. Si on regarde la surface courbe arbitraire de cette figure, les forces de pression incrémentielles, étant normales à l'élément de zone locale, varient selon une direction le long de la surface. La composante horizontale de la force sur une surface courbe est égale à la force sur la surface plane formée par la projection de la surface courbe sur un plan vertical normal à la composante tel qu'il est illustré sur cette figure. La composante verticale de la force hydrostatique agissant sur une surface courbe est égale au poids total du bloc de fluide, réel ou imaginaire, qui se situe au-dessus de la surface incurvée. La ligne d'action de cette force passe par le centre de gravité du bloc de fluide. Nous verrons ce que cela implique dans les prochaines diapositives avec plusieurs cas de figure. Que veut-on dire par poids réel ou poids imaginaire? Pour trouver la composante verticale de la force sur une surface courbée, il suffit de calculer le poids du fluide qui exerce la pression, comme si ce poids se trouvait toujours au-dessus de la surface courbée. Prenons comme exemple ce cylindre submergé. L'eau arrive à son sommet à gauche, mais uniquement à moitié à droite. Pour exprimer les forces verticales qui agissent sur les parois du cylindre, nous allons le subdiviser en 3 régions définies à l'aide des points 1 à 4 tels qu'illustrés sur la figure. Pour la surface 1, 2, il suffit de calculer le poids du fluide qui se situe au-dessus de la surface. Il s'agit ici de régions identifiées en rouge. La force verticale sur la surface 1,2 sera donc donnée par Fv est égal à gamma fois le volume au-dessus de la région 1,2. Dans ce cas, le fluide est réellement présent au-dessus de la surface et donc la formule est assez intuitive. Voyons ce qui se passe pour les surfaces 2,3 et 3,4. Pour la surface 2,3, la force verticale exercée est calculée en multipliant le poids spécifique gamma par le volume de fluide imaginaire qui se situe au-dessus de la surface courbée. Notez que même si le fluide au-dessus de la surface n'est pas le fluide qui exerce la force, le poids spécifique du fluide exerçant la force est pris dans la formule de Fv. L'idée est similaire pour la surface 3,4. La différence est que la surface libre à droite est plus basse qu'à gauche, et donc le volume à considérer s'étendra seulement jusqu'à cette surface-là. Dans les deux cas ici, la force verticale est dirigée vers le haut, alors que la force verticale pour la surface 1,2 est dirigée vers le bas. Voyons un premier exemple nous permettant d'illustrer ce concept. La surface AB est un arc de cercle d'un rayon de 2 mètres et d'une largeur de 1 mètre. La distance EB est de 4 mètres. Le fluide au-dessus de la surface AB est de l'eau et nous sommes à la pression atmosphérique à la surface d'eau libre et sur le côté inférieur de la surface AB. Trouvez l'amplitude et la ligne d'action de la force hydrostatique agissant sur la surface AB. Commençons par calculer la force horizontale. Elle sera égale à une force exercée sur la surface plane formée par la projection de la surface courbe sur un plan vertical.
Donc l'aire de cette surface plane sera de 2 mètres par 1 mètre. Son CG sera à une profondeur de 5 mètres et donc la force horizontale sera de 98,1 kN. Pour la force verticale, nous devons trouver le poids des deux blocs de fluide au-dessus de la surface courbée, soit W1 et W2. Puisque la largeur est de 1 mètre, on peut simplement calculer le volume en trouvant l'aire des surfaces et en les multipliant par 1 mètre. Ainsi, W1 est trouvé en multipliant le poids unitaire de l'eau gamma par le volume du bloc, soit 9810 fois 4 fois 2 fois 1, ce qui donne 78,5 kN. De la même manière, le W2 est un simple bloc prismatique ayant comme base un quart de cercle de rayon R est égal à 2 mètres. Donc le poids de ce bloc est de 9810 fois pi fois 2 exposant 2 divisé par 4 fois 1, ce qui donne 30,8 kN. En additionnant ces deux forces, on obtient la composante de la force verticale agissant sur la surface incurvée, soit 109,3 kN. Pour la ligne d'action de la force horizontale, nous considérons la surface incurvée comme étant une surface verticale ayant une hauteur de 2 mètres et une largeur de 1 mètre. Ainsi, on trouve le moment d'inertie xxx est égal à 1 divisé par 12 fois 1 fois 2 exposé en 3, soit 0,667 mètres exposé en 4. En utilisant ce résultat, nous obtenons l'emplacement de YCP qui se situe à 0,067 mètres, soit 67 mm en dessous du centre de gravité. Donc, son emplacement est de 5,067 mètres de la surface libre ou 0,933 mètres à partir du point A. Pour trouver la ligne d'action de la force verticale, il suffit de trouver le centre de gravité des deux formes qui constituent W1 et W2. Si on prend comme coordonnée x est égal à 0, comme étant le point C, la CG du rectangle correspondant à W1 est située à x égale à 1. Similairement, pour un quart de cercle, la position du CG est donnée par l'équation CG égale 4R divisé par 3pi, ce qui donne 0,849 mètres. Le CG de la forme totale est donc composé du rectangle et du quart de cercle. De cette façon, on trouve la ligne d'action de la force verticale qui se situe à 0,957 mètres à droite du point C. Pour tracer la force résultante qui agit sur la surface courbée, il faut commencer par tracer les deux composantes de la force ainsi que leur ligne d'action. La force résultante peut être trouvée facilement à l'aide du théorème de Pythagore et l'angle à l'aide de la trigonométrie. Ainsi, on trouve une force de 146,9 kN avec un angle de 48 degrés dans le sens horaire avec l'axe horizontal tel qu'illustré sur le schéma de gauche. Voyons un autre exemple. La porte AB de la figure ci-dessous est d'un quart de cercle de 10 pieds de large. Celle-ci est articulée en B. Trouvez la force F tout juste suffisante pour empêcher la porte de s'ouvrir. La porte est uniforme et pèse 3000 livres-force. Telle que vue précédemment, la force horizontale est calculée comme si la surface était verticale. On obtient donc FH est égal à 19 968 livres-force. On trouve la ligne d'action de cette force de la même façon que pour une surface plane verticale.
Ici, on obtient que le centre de pression est situé à 2,67 pieds du fond du bassin. Pour ce qui est de la force verticale, il suffit de calculer le poids de la pièce d'eau manquante au-dessus de la surface courbée. Une façon de faire est de calculer la force pour un carré de 8 pieds par 8 pieds et de soustraire la force verticale associée au volume sous la surface courbée. Ici, nous obtenons une force de 39 936 livres-force et, en soustrayant la force de 31 366, cela nous donne une force verticale résultante de 8 570 livres-force dirigée vers le haut. La ligne d'action de la force verticale peut être trouvée en calculant l'endroit du centroïde de la région au-dessus de la surface courbée. On peut aussi faire la somme des moments avec deux forces qui ont été utilisées pour trouver Fv et trouver la valeur de x correspondante, soit celle qui va créer un moment identique aux deux forces combinées. C'est cette méthode qui est utilisée ici. On trouve la ligne d'action de la force verticale se situant à une distance de 1,787 pieds par rapport au point B. Enfin, il y a le poids de la porte W de 3000 livres-force dont le centroïde est donné par 2R divisé par pi, soit 5,093 pieds de la force F ou 8 moins 5,093, soit 2,907 pieds du point B. En prenant la somme des moments autour du point B, nous sommes maintenant en mesure de calculer la force F requise afin de maintenir la porte en place. On trouve une force F égale à 7480 livres-force. Voyons un dernier exemple d'application. Le bouchon de la figure suivante a une longueur de 50 mm et une section trapézoïdale. Si le réservoir est rempli d'huile, déterminez la force verticale résultante agissant sur le bouchon provoquée par la pression de l'huile. Prenez comme densité de l'huile 880 kg par mètre cube. Nous remarquons tout de suite que la force verticale agissant sur le haut du bouchon et se dirigeant vers le bas est provoquée par le volume de fluide présent dans la région bleue, délimité par les points A, B, E, F, A. Mais est-ce la seule force de pression agissant sur le bouchon? En fait, il existe deux autres forces qui, elles, sont dirigées vers le haut et qui sont dues à la pression exercée sur les surfaces BC et DE du bouchon. On calcule ces forces en trouvant l'air dans les deux trapèzes brun foncé, soit ABCGA et FEDHF. Remarquez ici qu'il s'agit toujours du même liquide. On peut dès lors sortir le poids spécifique ou le facteur de densité fois la constante gravitationnelle ρ fois g à l'extérieur de la parenthèse et simplement calculer les volumes de chaque région. En résolvant les calculs, on obtient une force de 0,453 newtons. La convention qui a été utilisée ici assume qu'une force positive est vers le bas. Par conséquent, la force résultante obtenue est elle aussi dirigée vers le bas. 90% d'un iceberg est submergé, tandis que seulement 10% reste au-dessus de la surface. La densité de la glace est d'environ 9 dixièmes de celle de l'eau de mer. C'est pour cette raison que 90% d'un iceberg est submergé. Vous avez sûrement dû en faire l'expérience. Un objet semble plus léger et pèse moins lourd dans un liquide que dans l'air.
Cela suggère qu'un fluide exerce une force ascendante sur un corps immergé. Cette force, qui tend à soulever le corps, est appelée force de flottabilité ou poussée et est notée Fb. Le scientifique grec Archimède a découvert le principe de flottabilité. Celui-ci dit que lorsqu'un corps est placé dans un fluide statique, il est soutenu par une force égale au poids du fluide déplacé par ce corps. La force de flottabilité est causée par l'augmentation de pression et par sa profondeur dans un fluide. Les principes utilisés pour calculer les forces hydrostatiques sur les surfaces peuvent aussi être appliqués à la force de pression nette agissant sur un corps complètement submergé ou flottant. En appliquant le concept de pression sur les surfaces submergées, il est possible de dériver une équation nous permettant de calculer la force résultante qui pousse un objet vers le haut lorsque celui-ci est submergé, complètement ou partiellement, dans un fluide. Considérons un objet ayant une forme ovale, comme celui sur la figure. Nous obtenons la force résultante agissant sur l'objet en calculant les forces de pression agissant sur les surfaces 1 et 2. Cependant, la force agissant sur la surface du dessous, soit la surface 2, est forcément plus élevée. Donc, il est inévitable que la force résultante soit dirigée vers le haut. Ainsi, nous définissons l'équation pour calculer la force de flottabilité comme étant le poids du fluide au-dessus de la surface 2 moins celui au-dessus de la surface 1. Ceci revient à dire que la force de flottabilité est équivalente au poids du fluide multiplié par le volume qu'occupe l'objet submergé. Vous voyez ici le même objet partiellement submergé à gauche et complètement submergé à droite. L'équation que nous avons dérivée nous dit alors que la force exercée sur l'objet à gauche sera moins élevée que la force exercée sur l'objet à droite. Notez aussi qu'aussitôt qu'un objet est submergé complètement, la force de flottabilité ne change pas avec la profondeur de l'objet. Ceci peut être facilement prouvé en utilisant les mêmes principes et les mêmes équations qu'à la diapositive précédente. Voyons un exemple ensemble. Un bloc de béton pèse 100 livres-force dans l'air et 60 lorsqu'il est immergé dans l'eau douce. Quel est le poids spécifique de ce bloc? Le diagramme de corps libre du bloc immergé montre que nous avons un équilibre entre le poids apparent, la force de flottabilité et le poids réel. Si on considère que le bloc ne pèse que 60 livres-force une fois submergé, on peut trouver que la force de flottabilité exercée par l'eau sur le bloc est de 40 livres-force. En substituant la force trouvée dans l'équation Fb est égale à gamma fois le volume, il est possible de trouver son volume, soit 0,641 pieds cubes. Par conséquent, le poids spécifique du bloc est obtenu en divisant son poids actuel, 100 livres, force, par son volume, 0,641 pieds cubes. On trouve donc un poids spécifique de 156 livres-force par pied cube. Voyons un autre exemple. La boîte, de forme cylindrique ci-dessous, flotte dans la position indiquée. Quel est son poids en newtons? Nous savons que le poids de la boîte est égal au poids de l'eau déplacée. Calculons donc le volume submergé de la boîte. Une forme cylindrique ayant un diamètre de 9 cm submergée à 8 cm donne un volume de pi fois 0,09 au carré divisé par 4 fois 0,08. Pour trouver le poids, il faut simplement multiplier ce volume
par le poids spécifique de l'eau, qui vaut ici 9790 newtons par mètre cube. Avec ce simple calcul, on obtient un poids de 5 newtons pour la boîte cylindrique. Voyons un autre exemple. Il paraît qu'Archimède a découvert les lois de la flottabilité lorsque le roi Hieron de Syracuse lui a demandé de déterminer si sa nouvelle couronne était en or pur. Elle a un SG de 19,3. Archimède a mesuré le poids de la couronne dans l'air à 11,8 newtons et son poids dans l'eau à 10,9 newtons. Était-ce de l'or pur? On sait que la force de flottabilité est la différence entre le poids dans l'air et le poids sous l'eau. Ainsi, la force de flottabilité Fb est de 0,9 newtons. Par la suite, en considérant le poids de la couronne dans l'air, on peut déterminer la vraie valeur de la gravité spécifique Sg de la couronne. On obtient un Sg est égal à 13,11, qui n'est pas égal à celui de l'or de 19,3. Il ne s'agit donc pas d'or pur. Voyons encore un autre exemple. Le conteneur à fond plat, 500 N, de la figure ci-dessous, mesure 600 mm de large et 900 mm de long. Déterminez la profondeur à laquelle le conteneur flottera dans l'eau lorsqu'il porte un bloc d'acier 200 N et lorsque ce bloc est suspendu directement sous le conteneur. Prendre comme poids spécifique de l'acier 77 kN par mètre cube et celui de l'eau 9,81 kN par mètre cube. Pour la première partie de la question, nous allons faire la somme des forces verticales agissant sur le conteneur. Les forces vers le bas représentent les poids du conteneur et du bloc. La seule force poussant vers le haut est la force de flottaison. On ignore donc l'amplitude car nous ne savons pas quel volume de fluide est déplacé par le conteneur. En substituant toutes les valeurs connues, il est possible d'isoler la distance d, ce qui nous donne 132 mm. La dernière étape consiste à vérifier si d est plus petit que la hauteur du conteneur et donc de s'assurer en même temps que le conteneur ne sera pas complètement submergé. Pour la partie B, le bloc est accroché en dessous du conteneur. Il y aura donc une étape supplémentaire consistant à trouver le volume du bloc d'acier. Puisque nous connaissons le poids du bloc, 200 newtons, ainsi que le poids spécifique de l'acier, 77 kN par mètre cube, on peut facilement calculer le volume du bloc. À partir de là, on procède de la même façon que précédemment pour trouver la distance d', qui est de 127 mm. Notez ici que le conteneur flotte plus haut dans l'eau car quand le bloc est sous l'eau, sa force de flottabilité réduit la force nécessaire pour le supporter. Notez également que la réponse est indépendante de la profondeur à laquelle le bloc est suspendu dans l'eau. Voyons un autre exemple. Considérez un gros bloc de glace cubique flottant dans l'eau de mer. Les gravités spécifiques de la glace et de l'eau de mer sont respectivement de 0,92 et de 1,025. Si une partie de 25 cm de haut du bloc de glace s'étend au-dessus de la surface de l'eau, déterminez la hauteur h du bloc de glace sous la surface. Ici, la hauteur de la partie d'un bloc de glace cubique qui s'étend au-dessus de la surface de l'eau est déjà mesurée. En revanche, la hauteur du bloc de glace sous la surface doit être déterminée. Les poids spécifiques de la glace et de l'eau de mer sont donnés, et donc les densités correspondantes sont de 920 kg par mètre cube et 1025 kg par mètre cube. Le poids d'un corps flottant dans un fluide est égal à la force de flottabilité
agissant dessus, soit W égale Fb. Le poids du bloc est donné par la densité de la glace fois la constante gravitationnelle G multipliée par son volume. En outre, la force de flottabilité correspond à la densité de l'eau fois G fois le volume du cube submergé. Avec toutes ces informations, il est possible d'obtenir une expression qui contient le rapport des volumes d'un côté et le rapport des densités de l'autre. Pour alléger les calculs, notez que l'aire de la section transversale d'un cube est constante, et donc le rapport de volume peut être remplacé par le rapport de hauteur. De cette façon, on peut facilement résoudre l'équation et trouver un H égal à 2,19. Et enfin, voyons un dernier exemple pour la flottabilité. Un bloc d'acier uniforme de Sg égale à 7,85 flotte à une interface mercure-eau, comme sur la figure. Quel est le rapport des distances A et B pour cette condition? On a W, soit la largeur du bloc, et gamma, le poids spécifique de l'eau. Le poids du bloc est obtenu en le multipliant par son poids spécifique, soit Sg fois gamma de l'eau, avec le volume du bloc, exprimé ici par A plus B fois L fois W. Dans le côté droit de l'équation, les forces de flottabilité pour chacun des fluides sont données en tenant compte du poids spécifique du fluide et de la portion du volume du bloc qui est submergé dans ce fluide. Après simplification de l'équation, on trouve une relation entre les distances A et B, soit 0,834. Peu importe donc les dimensions L et W, le bloc sera en suspension entre les deux fluides tout en ayant un peu plus de la moitié de son volume submergé dans le mercure. Une application importante du concept de flottabilité est l'évaluation de la stabilité des corps immergés et flottants sans attache externe. C'est un point important dans la conception des navires et des sous-marins. Un corps peut flotter dans un liquide ou un gaz en équilibre stable, instable ou neutre. Commençons par identifier certains points clés dans un corps flottant. Tout d'abord, le centre de gravité est le point d'un corps où la force gravitationnelle peut agir, Cg. Nous avons déjà vu le concept de Cg à plusieurs reprises. On a aussi le centre de flottabilité, Cb, qui est le centre de masse de l'eau déplacée. La force de flottabilité, qui est une force toujours verticale, agit en passant par le Cb. Si un corps est incliné d'un petit angle, une nouvelle ligne de flottaison est établie pour que le corps flotte à cet angle. Une nouvelle position B' du centre de flottabilité doit être calculée. Une droite verticale tirée vers le haut à partir de B' coupe l'axe de symétrie en un point M, appelé métacentre. Celui-ci est indépendant de l'angle pour de petits angles. Si le point M est au-dessus de G, c'est-à-dire si la hauteur métacentrique Mg est positive, un moment de rappel aura lieu et la position d'origine sera stable. Si M est inférieur à G, donc on a un Mg négatif, le corps est instable et se renversera s'il est dérangé. On voit donc que la stabilité augmente avec l'augmentation du Mg. Le critère de stabilité rotationnelle est similaire pour les corps flottants. Encore une fois, si le corps flottant est lourd, et donc si le centre de gravité G est juste en dessous du centre de flottabilité B, le corps est toujours stable.
Mais contrairement au corps immergé, un corps flottant peut encore être stable lorsque G est directement au-dessus de B. En effet, le centre de gravité du volume déplacé se déplace latéralement vers un point B' lors d'une perturbation de rotation, alors que le centre de gravité G du corps, lui, reste inchangé. Si le point B' est suffisamment éloigné, ces deux forces créent un moment de rappel et ramènent le corps dans sa position initiale. Tel que mentionné plus tôt dans ce module, une des mesures de stabilité d'un corps flottant est la hauteur métacentrique Gm. C'est la distance entre le centre de gravité G et le métacentre M, soit le point d'intersection des lignes d'action de la force de flottabilité à travers le corps avant et après la rotation. Considérons un corps partiellement submergé dans l'eau, tel qu'illustré sur la figure. Pour mesurer sa stabilité, on utilise l'équation mg égale à I0 divisé par V sub moins Gb. I0 est le moment d'inertie de la surface de la ligne de flottaison autour de l'axe d'inclinaison O et V sub est le volume de la partie immergée du corps flottant. Afin d'avoir un corps flottant stable, il est souhaitable d'avoir une valeur positive de mg. Voici le processus d'évaluation de la stabilité d'un corps flottant. On commence par déterminer la distance de G à B à partir de la forme et de la conception de base du corps flottant. On fait ensuite le calcul de I0 et du volume submergé. Si la hauteur métacentrique mg est positive, le corps est stable pour de petites perturbations. Notez que si le Gb est négatif, c'est-à-dire que B est supérieur à G, le corps sera toujours stable. Voyons un exemple pour illustrer le concept de stabilité. Considérons une barge ayant une section transversale rectangulaire uniforme de largeur 2L et un tirant d'eau vertical de hauteur h, comme indiqué sur la figure. Déterminez la hauteur métacentrique pour un petit angle d'inclinaison et la plage de rapport L divisé par h pour laquelle la barge est statiquement stable si G est exactement à la ligne de flottaison comme indiqué sur la figure. Si la barge a une longueur B, la zone de flottaison par rapport à l'axe d'inclinaison O a une base B et une hauteur 2L. Donc, I0 est donné par B fois 2L exposé en 3 divisé par 12. Pendant ce temps, V sub est égal à 2 fois L fois B fois H. Ainsi, il est possible de calculer la valeur de mg en termes de L et de H. Afin d'avoir une barge stable, mg doit être positif. Ainsi, la condition de stabilité est que la largeur de la barge 2L soit plus grande que 2,45 fois la portion submergée de la barge. Donc logiquement, plus la barge est large par rapport à son tirant d'eau, plus elle est stable. Et pour terminer ce module, voyons un dernier exemple. Considérez un cylindre de gravité spécifique S inférieur à 1, flottant verticalement dans l'eau, S égale à 1. Comme montré à la figure suivante. Dérivez une formule pour les valeurs stables de D sur L en fonction de S et appliquez-la au cas D sur L est égal à 1,2. Pour commencer, on va exprimer la distance GB en fonction de L et de H. Ensuite, nous pourrons trouver le poids du cylindre en multipliant sa densité, la constante gravitationnelle G et son volume. Ceci nous donne une deuxième équation
reliant H et L à travers la gravité spécifique S. En combinant les deux premières équations, nous obtenons dès lors la distance GB en fonction de L et de S. La prochaine étape consiste à trouver une expression pour le terme I0 divisé par V sub. En simplifiant l'équation obtenue, on obtient D carré divisé par 16 fois S fois L. En combinant le tout pour calculer Mg, on peut maintenant conclure que Mg doit être positif pour avoir une stabilité. Ainsi, il est possible de trouver une expression pour D sur L en fonction de S. Pour vérifier quelles valeurs de S seront stables pour le cylindre lorsque le rapport D sur L est égal à 1,2, on peut tracer un graphique pour des valeurs de S plus petites que 1, tel que stipulé dans l'énoncé. On trouve que lorsque S est plus petit que 0,15 ou plus élevé que 0,95, la stabilité n'est plus maintenue. Par contre, pour toutes les valeurs de S entre 0,15 et 0,95, le cylindre ayant un ratio D sur L de 1,2 sera stable. Voici ce qui termine notre module 2. Bravo à tous d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à revoir les points qui vous semblent nécessaires à votre bonne compréhension et à poser vos questions en classe ou durant les sessions prévues à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne semaine de cours à tous.